Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toute l'équipe des Rencontres Europhysio a le plaisir de vous retrouver et de vous présenter cette seconde vidéo qui abordera les points clés sur la fasciopathie plantaire. Je suis Christophe Broy, kinésithérapeute, thérapeute manuel, membre du comité scientifique des Rencontres Europhysio et co-gérant de Kinenco Formation, organisme de formation dans la région Grand Est. Commençons par un peu de terminologie. Depuis plusieurs années, de nombreux termes ont été utilisés pour décrire cette douleur sous la face plantaire du talon. Les anglo-saxons ont largement employé le terme de plantar fasciitis et les francophones ont utilisé de nombreux termes. La fasciite plantaire, l'aponévrosite plantaire, l'épine calcanéenne ou encore la fasciopathie plantaire. Dans son éditorial du BJSM en 2017, Henrik Wille suggérait qu'il était temps de passer à autre chose et utiliser un terme plus approprié. Il proposa donc le terme de douleur plantaire du talon. Il mettait en avant deux arguments. Le premier était que les études histologiques n'avaient retrouvé que très peu ou pas du tout de facteurs inflammatoires dans cette affection, et donc il suggérait d'enlever le suffixe it, synonyme d'inflammation, et le second était que le fascia plantaire n'était pas le seul responsable de la douleur dans cette affection. Je vais donc essayer d'utiliser le terme approprié de douleur plantaire du talon dans cette présentation. Cette pathologie se caractérise par une douleur localisée sous la face plantaire du talon, généralement située dans la région antérieure et médiale du calcanéum, comme vous pouvez le voir sur cette photo. La douleur est exacerbée par les activités en charge et la station debout prolongée, et on a pour habitude de dire que la douleur est proportionnelle à la charge. Cette douleur est également marquée lors des premiers pas après une période d'inactivité, notamment le matin au réveil. On parle de start-up pain. Quelle est la prévalence de cette pathologie? Cette affection touche deux types de populations, une population sédentaire et une population sportive, majoritairement les coureurs à pied. Dans une population générale, la prévalence est variable en fonction de la population étudiée. Par exemple, en 2014, Riddle apportait que 1 million de consultations aux États-Unis avaient débouché sur le diagnostic de fasciopathie plantaire. Dans une étude plus récente de 2019, Thomas et Hall rapportaient une prévalence de près de 10% dans une population générale et chez des adultes de plus de 50 ans. Élément important dans cette étude, il étudiait également la prévalence en fonction des critères socio-économiques et on retrouvait une prévalence de plus de 10% chez des personnes qui travaillaient avec des gestes répétés ou un travail manuel. Chez les sportifs, François Fourchet, lors de la journée MyRun organisée par la clinique Latour à Genève en mars 2019, rapportait que la douleur plantaire du talon était la 4e cause de blessure chez le coureur débutant et la 3e cause de blessure chez le coureur expérimenté. Une revue de la littérature nous rapportait une prévalence chez le coureur à pied entre 5 à 18% de blessures. Quels sont les facteurs de risque pour cette pathologie? La littérature est relativement abondante sur le sujet et j'ai sélectionné quelques articles pertinents puis ensuite réalisé une synthèse des différents facteurs de risque. Cette première étude de 2007 rapportait que l'obésité et un pied type pronateur étaient des facteurs de risque importants pour développer une douleur plantaire du talon. Et que c'était également que ces deux facteurs-là étaient également liés à un risque important de chronicité pour cette pathologie. En 2006, les mêmes auteurs avaient réalisé une revue de la littérature et ils avaient synthétisé les facteurs de risque pour une fasciopathie plantaire qui est résumée dans ce tableau. On y retrouve notamment une raideur au niveau du tendon d'Achille et au niveau des muscles intrinsèques du pied. Concernant ces deux derniers facteurs, un article récent de mars 2020 évaluait le système de stabilité du pied chez des patients avec une douleur plantaire du talon. Et cette étude rapportait que les patients avec un pied pronateur avaient de plus grandes chances de développer cette pathologie. Ceci, pour les auteurs, était lié notamment à un affaissement de l'arche médiale du pied qui était en rapport avec une faiblesse des muscles intrinsèques du pied, notamment le muscle abducteur de l'hallux. Et enfin, une dernière étude de mars 2018
qui montrait une forte corrélation entre le développement de cette fasciopathie plantaire et une raideur des muscles gastrocnémiens. Voici les facteurs de risque synthétisés avec les facteurs intrinsèques où l'on retrouve l'âge. Plus on avance en âge, plus on a de chances de développer une fasciopathie plantaire. Ceci est lié à la dégénérescence et au vieillissement naturel du fascia plantaire. Le genre, il est rapporté dans les études que certaines études rapportent que les femmes auraient plus tendance à développer des fasciopathies plantaires. La littérature est encore contradictoire à ce sujet, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Le surpoids, bien sûr, la posture du pied, et notamment le pied pronateur ou en excès de pronation, la diminution de l'amplitude de flexion dorsale de la cheville et la raideur du triceps sural, plus particulièrement les gastrocnémiens. Et ensuite, les facteurs extrinsèques, avec notamment un mode de vie sédentaire, des activités qui nécessitent une station debout ou une marche prolongée, et bien entendu les activités sportives, et notamment la surcharge d'entraînement. L'examen clinique de cette pathologie va reposer dans un premier temps sur l'anamnèse, où on va essayer de retrouver cette douleur typique que l'on a décrite précédemment, avec une douleur proportionnelle à la charge et le start-up pain. Cette douleur est bien entendu reproductible à la palpation du talon. On peut également utiliser un questionnaire, et le Foot Health Statue questionnaire est largement retrouvé et largement utilisé dans les différentes études. Pour la posture du pied, nous pouvons utiliser le Foot Posture Index, toujours à la recherche d'un pied pronateur. Le test du treuil ou Windlass Test que je développerai tout de suite après. Le test du Navicular Drop qui permet d'évaluer la chute de hauteur du naviculaire entre la décharge et la charge, qui permet notamment de mettre en évidence une faiblesse des muscles intrinsèques du pied, notamment du muscle abducteur de la luxe. Le Heel Raise Test, qui vous donnera une idée sur la force et l'endurance du triceps sural. Et on va enfin évaluer la mobilité de la cheville, notamment en recherchant une limitation de flexion dorsale de la cheville, et évaluer la raideur du triceps sural, si possible en différenciant les gastrocnémiens et le solaire. Alors, le Windlass Test ou test du treuil, c'est un test qui a été décrit pour mettre en évidence une douleur plantaire de talon ou fasciopathie plantaire. Ce test se réalise en charge, en position debout, pieds écartés à la largeur du bassin et genoux tendus, cheville à 90 degrés. Et on vient réaliser passivement une extension ou flexion dorsale de la métacarpophalangienne du gros orteil, et le test est dit positif si cette manœuvre majore ou réveille la douleur du patient. Vous avez ici deux liens vers des vidéos qui vous montrent la réalisation de ce test. Pour ce test, il existe très peu d'études sur la clinimétrie. J'ai retrouvé ici une étude de 2003 qui met en évidence un haut niveau de spécificité, mais un faible niveau de sensibilité pour ce test du treuil. Et les auteurs concluent que c'est un test qui peut être donc utile en pratique quotidienne, mais qui a néanmoins quelques limites. Le diagnostic différentiel, je ne le développerai pas dans cette présentation. Je vous renvoie vers un focus qui a été fait par Ebony Rio et Jill Cook notamment sur l'ensemble des structures qui peuvent donner une douleur type douleur plantaire de talon. Et dans le diagnostic différentiel, je ne citerai que la neuropathie du nerf tibial, l'atrophie du coussinet graisseux, l'instabilité de l'articulation soutalienne et la fracture de fatigue du calcanéum. Quel est le pronostic de cette pathologie ? Thompson, en 2014, rapportait que 85 à 90% des patients avec une fasciopathie plantaire pouvaient être traités avec succès sans chirurgie. Lim, en 2016, rapportait les mêmes propos, un traitement largement non opératoire et 80 à 95% de résolution des symptômes dans les 12 à 18 mois. Mais cette étude-là portait notamment sur des fasciopathies plantaires chroniques. Et enfin, Monteagudo, en 2018, rapportait qu'à peu près 90% des cas allaient être résolus dans les 12 mois avec un traitement conservateur. Ce qui est important et très intéressant dans les propos de Thompson, c'est que cette fasciopathie plantaire a un bon pronostic
lorsque les patients utilisent une combinaison de plusieurs modalités de traitement conservateur. Ce qui nous amène donc à parler du traitement de ces douleurs plantaires de talon. Je me suis donc appuyé sur plusieurs revues de la littérature, notamment un article récent sur les fasciopathies plantaires, une revue un petit peu des concepts modernes de traitement, une revue des traitements qui a été réalisée en mars 2018, et enfin une étude qui comparait 8 traitements avec notamment une méta-analyse. Globalement, ce qui ressortait au niveau du traitement des douleurs plantaires de talon, les ondes de choc, le renforcement et les étirements, et surtout lorsqu'on allait combiner plusieurs de ces traitements, on allait obtenir de meilleurs résultats. J'aborderai également le thème de l'éducation thérapeutique, des contentions et des orthèses. Les ondes de choc. La thérapie par ondes de choc extracorporelles est certainement la thérapie qui a démontré le plus de preuves d'efficacité dans le traitement des douleurs plantaires de talon. Vous avez ici une méta-analyse d'essais randomisés contrôlés qui conclut que la thérapie par ondes de choc extracorporelles est une alternative idéale de traitement car elle obtient de très bons résultats sur la douleur et sur la fonction. Vous avez ici un lien vers une vidéo qui vous montrera l'application des ondes de choc sur le fascia plantaire. Il existe énormément de littérature, également de bonne qualité, sur le traitement des ondes de choc sur les douleurs plantaires de talon. Deuxième volet du traitement, les étirements. Que faut-il étirer ? Premier élément de réponse avec cette étude qui nous indique que l'étirement spécifique du fascia plantaire est intéressant chez des patients avec des fasciopathies plantaires chroniques. Et dans cette étude, avec un follow-up à 2 ans, il suggère même que cet étirement est intéressant sur le long terme à visée préventive. Deuxième élément de réponse, avec cette étude qui nous montre un intérêt de l'étirement des gastrocnémiens et du soléaire dans la prise en charge des douleurs plantaires de talon. Et enfin, une dernière étude récente de janvier 2018 qui nous montre l'efficacité d'un étirement simultané du tendon d'Achille et du fascia plantaire. Et cette étude rapportait une meilleure efficacité dans le groupe stretching tendon d'Achille et fascia plantaire versus fascia plantaire tout seul. Donc, les éléments qui doivent être étirés dans les douleurs plantaires de talon sont certainement le fascia plantaire, le tendon d'Achille et le triceps sural avec en priorité les muscles gastrocnémiens. Je vous propose donc quelques exercices en pratique. Et donc ça c'est une position que l'on utilise très souvent avec ici chez cette personne la jambe gauche qui est en avant où on va pouvoir plus spécifiquement travailler sur le couple solaire tendon d'Achille et fascia plantaire et la jambe qui est en arrière les gastrocnémiens, le tendon d'Achille et le fascia plantaire. Vous noterez ici l'importance de la position du pied pour étirer le fascia plantaire et cette étude rapporte que le fascia plantaire est plus étiré dans la position de cheville en flexion dorsale et de la métacarpophalangienne en flexion dorsale ou extension également, donc les orteils en extension. Je vous propose donc une petite progression. Dans un premier temps, à partir de la position de base de la photo précédente, vous avez donc ici le pied qui est à traiter, qui est positionné en avant. Donc une position simple où ici on va réaliser un étirement du soléaire et du tendon d'Achille. En y ajoutant une petite cale, on va augmenter l'amplitude de flexion dorsale de cheville. Avec un petit rouleau, on va mettre les orteils en extension et donc travailler sur un étirement solaire, tendon d'Achille, fascia plantaire. Et enfin une combinaison des deux étirements. Voici maintenant une séquence d'étirement pour les muscles gastrocnémiens. Donc là, le pied est positionné en arrière, genou tendu et talon à plat. Donc ici sur cette photo, étirement des gastrocnémiens et du tendon d'Achille, avec augmentation de la flexion dorsale de la cheville et avec extension des orteils. Une autre possibilité pour étirer le fascia plantaire est d'utiliser le mécanisme du treuil. Nous allons donc utiliser une charge, une contraction du triceps sural qui va exercer une traction sur le calcanéum
en positionnant les orteils en extension. La position de départ, pied à plat, orteil en extension. Et la position d'étirement, on demande au patient de monter sur la pointe des pieds, de maintenir cette position. Et durant cette posture d'étirement, nous avons un étirement spécifique sur le fascia plantaire. Abordons maintenant l'aspect du renforcement musculaire. Quels muscles faut-il renforcer? Premier élément de réponse dans cette revue systématique de la littérature de 2016, où Huffer et Hall rapportaient qu'il y avait une association entre une perte de force des muscles intrinsèques du pied et les douleurs plantaires de talon. Et enfin, une dernière très récente revue de la littérature dans le JOSPT de novembre 2019 qui rapporte une diminution de volume et une diminution de force des muscles intrinsèques du pied. Par contre, il ne rapportait pas de changement sur le muscle triceps sural. Pour le renforcement des muscles intrinsèques du pied, je vous propose d'utiliser le concept de gainage du pied, développé et validé scientifiquement par François Fourchet à la clinique Latour à Genève en Suisse. Un des exercices les plus couramment utilisés est l'exercice du short foot, qui consiste en une contraction notamment du muscle abducteur de l'hallux et des autres muscles intrinsèques du pied, de raccourcir la longueur du pied en augmentant la cambrure de l'arche médiale du pied. Cet exercice peut également se faire avec l'aide de l'électrostimulation, seul ou combiné avec cet exercice actif. Quid du triceps sural? Le triceps sural, dans beaucoup de cas, ne souffre pas de perte de force. Pourtant, Henrik Wiehl, dans un article récent de 2019, proposait un renforcement de type excentrique avec l'utilisation du protocole HSR. Vous voyez ici un petit outil qui est très intéressant, qui est le Facilite Fighter, qui permet notamment de réaliser des étirements du fascia plantaire ou de réaliser un travail excentrique du triceps sural tout en gardant les orteils en extension. Je vous ai également mis une photo ici d'une personne qui réalise de la corde à sauter, car je pense que dans la pratique, notamment en fin de rééducation, il peut être intéressant d'ajouter un travail pliométrique à partir de travail de corde à sauter ou sur des box de pliométrie ou un travail avec des haies. Les contentions. Alors, il y a une revue d'essais contrôlés dans la littérature qui a été publiée en 2010 et clairement montre une efficacité vraiment limitée des contentions pour les douleurs plantaires de talon. Les auteurs rapportent surtout une très grande hétérogénéité dans les différentes études à deux niveaux. D'abord dans le type de bande qui a été utilisé. Dans certaines études, c'était des contentions adhésives souples, dans d'autres des contentions adhésives rigides, dans d'autres des mixtes. D'autres utilisaient des bandes type kinesiotaping, d'autres type dynamic tape. Donc très grande hétérogénéité sur l'utilisation des bandes. Et deuxièmement, grande hétérogénéité sur les montages qui étaient utilisés. Les auteurs rapportent que s'il y avait une petite efficacité à relever de ces contentions, ce serait une efficacité à court terme uniquement sur la douleur. Et là, récemment, début 2020, il y a eu une étude pour les adeptes du kinesiotaping qui réalisait deux montages différents de kinesiotaping et qui analysait par des capteurs de pression les modifications avec ces différents montages. Et donc je vous ai mis le lien vers l'étude. C'est une très belle étude d'un point de vue scientifique qui a été réalisée. Je vous laisse la découvrir. Concernant les orthèses et les semelles, une étude, une revue systématique et une méta-analyse sur les semelles, donc les orthèses au niveau du pied, et cette méta-analyse conclut qu'il y a une évidence modérée pour la mise en place de ces semelles et que ça ne réduirait la douleur qu'à court voire moyen terme. Maintenant, si c'est votre objectif de réduire la douleur sur court ou moyen terme, vous pouvez toujours utiliser ces semelles, mais dans la chronicité, il est parfois intéressant de demander aux patients de les enlever et de simplement de voir s'il y a une différence avec et sans.
Certains auteurs ont également proposé la mise en place d'orthèses nocturnes, notamment pour étirer le système achillio-calcanéen plantaire. Ces orthèses sont souvent compliquées à mettre en place, c'est parfois coûteux et pas très pratique. Personnellement, je conseille à mes patients d'utiliser la chaussette de Strasbourg, qui est une chaussette qui s'enfile et ensuite, grâce à cette sangle, on vient mettre la cheville en flexion dorsale et les orteils en extension, ce qui permet d'avoir une posture d'étirement durant la nuit. Enfin, l'autotraitement. Bien sûr, le patient peut réaliser l'ensemble des exercices d'étirement ou de renforcement vus précédemment, mais il peut également réaliser par exemple des automassages avec un mini rouleau. S'il n'a pas de mini rouleau, il peut prendre une canette de soda. Si vous voulez associer de la cryothérapie, vous mettez la canette au frais avant l'utilisation. Il peut également utiliser une petite balle de massage pour soit réaliser des mouvements longitudinaux au niveau de l'arche du pied, des mouvements transversaux ou des petites compressions rythmées alternées sur le point douloureux. Le patient peut également réaliser lui-même un auto-étirement passif du fascia plantaire en maintenant la cheville en flexion dorsale et en réalisant une extension des orteils. Le patient peut également réaliser un automassage sur la zone douloureuse, soit par des pressions et des petits mouvements circulaires. Et il peut également, par exemple, créer des pressions glissées du talon vers les orteils. Ceci n'est pas du tout une liste exhaustive de l'autotraitement. Je vous laisse à chacun libre cours à votre imagination et à votre savoir. Enfin, l'éducation thérapeutique est importante dans cette pathologie, car cette étude de 2017 nous montre qu'il y a eu une association entre la kinésiophobie et le catastrophisme chez des patients qui ont des douleurs plantaires de talon, notamment lorsque ça évolue vers la chronicité. Donc, dans un premier temps, il est important d'expliquer la pathologie au patient et surtout de le rassurer, de lui parler du pronostic qui est bon avec un traitement conservateur. Essayer de travailler sur les facteurs de risque, des facteurs de risque que l'on peut modifier, par exemple faire prendre en compte les facteurs comme le surpoids, comme la sédentarité, peut-être le remettre un petit peu sur la route de l'exercice physique de manière progressive. Chez le sportif, c'est souvent l'inverse. Dans un premier temps, il faut quantifier la charge. Alors les spécialistes nous rapportent que durant la période de traitement, on doit diminuer la charge de minimum 50%. Globalement, les auteurs rapportent une diminution de charge de 50 à 75% à court et moyen terme, puis une reprise très progressive de la charge. Pendant cette période de traitement, on peut proposer des activités de transfert. Par exemple, le patient qui fait de la course à pied, on peut l'orienter vers de la natation, vers du rameur ou du vélo. Je ne toucherai qu'un petit mot concernant la chaussure du coureur, je laisse ce débat pour les spécialistes. Il est communément conseillé d'augmenter le drop, c'est-à-dire l'épaisseur de la semelle au niveau du talon. Donc soit on peut mettre une petite semelle en gel sous le talon, ou alors on peut demander au patient de changer de chaussure, et en général de prendre une chaussure avec un indice un petit peu plus maximaliste durant la période de traitement, et si le patient le souhaite, retourner plus tard vers une chaussure plus minimaliste, mais surtout d'une manière très progressive. Et enfin, sensibiliser le patient à la prévention, justement pour éviter les récidives et essayer de modifier certains facteurs de risque. Et pour terminer, voici le take-home message présenté ici de manière verticale classique. Donc je vous laisse en prendre compte. Et enfin, pour conclure, voici le take-home message sous forme de mind mapping. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation vous donnera quelques pistes de réflexion pour votre pratique quotidienne. Et je vous donne rendez-vous sur le site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube des rencontres Europhysio.